Mardi 23 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, les 3 membres remplacés par décret publié hier se sont rendus ce jour à la Haute Cour constitutionnelle à Mbouida. Ils ont réaffirmé qu'aucune démission n'a été présentée de leur part et qu'un dialogue est actuellement en cours. Les détails avec Rousristel Rakoutmalal. Les 3 hauts conseillers de la Haute Cour constitutionnelle, à savoir Rakoutbev Loulnien, Balouranaïf et Razana Jainiar Sanrounj, se sont rendus à la HCC à Mbouida après avoir été remplacés par décret hier. Selon leur déclaration, ils n'ont reçu aucune notification préalable concernant leur remplacement et n'ont présenté aucune lettre de démission. Ce matin, un groupe de militaires armés s'est rendu à leur domicile. Certains des 3 concernés n'étaient plus chez eux au moment de l'arrivée de ces militaires. À l'heure où nous écrivons, des discussions sont toujours en cours à Mbouida et à Yavlou et les issues seront communiquées ultérieurement. Le projet Un bas de vie figure parmi les plus grands projets industriels réalisés à Madagascar. Du 15 au 17 décembre dernier, l'ambassadeur du Japon a effectué une visite sur les sites d'Un bas de vie à Tuamasn et Muramang, illustrant la solidité du partenariat entre Madagascar et le Japon. Un projet stratégique qui allie production industrielle, création d'emplois et développement économique. Reportage. Implanté entre Tuamasn et Muramang, le projet Un bas de vie est une initiative industrielle d'envergure mondiale soutenue notamment par Sumitomo Corporation. Il constitue aujourd'hui un pilier de l'économie malagasy et un exemple emblématique de partenariat public-privé. Avec un investissement de près de 8 milliards de dollars américains, Un bas de vie est le plus important investissement direct étranger à Madagascar. Le projet assure une production annuelle d'environ 60 000 tonnes de nickel et 5 600 tonnes de cobalt, des métaux stratégiques de haute qualité largement utilisés dans la fabrication de batteries et indispensables à la transition énergétique mondiale. Cette production contribue fortement à l'entrée de devises étrangères dans l'économie nationale. Un bas de vie n'est pas uniquement un projet minier. C'est un centre de production stratégique et un moteur de développement socio-économique pour Madagascar, fondé sur une vision à long terme, le professionnalisme des équipes et un engagement fort envers les communautés et l'environnement, a souligné l'ambassadeur du Japon à Madagascar, Tojima Hitoshi. À la fin de l'année 2024, le projet employait directement environ 3500 personnes, dont plus de 90% de Malagasy. En parallèle, Un bas de vie soutient activement le tissu économique national. Plus de 260 millions de dollars ont été consacrés à l'approvisionnement local en biens et services au bénéfice de plus de 400 fournisseurs malagasy. Un bas de vie se distingue également par ses actions en matière de responsabilité sociale et environnementale à travers des programmes dédiés à l'éducation, à la santé, au développement agricole et à la préservation de la biodiversité. Symbole de son importance nationale, la vue panoramique de l'usine Un bas de vie figure sur le billet de 20 milliards, illustrant la place centrale qu'occupe ce projet dans l'histoire et l'économie de Madagascar, rappelle l'ambassadeur. Dans les actualités de ce jour également, des mesures strictes seront appliquées à l'encontre des citoyens qui enfreindront la loi durant les fêtes de Noël, de fin d'année et du Nouvel An 2026. Le nombre de policiers déployés sur le terrain sera renforcé pendant cette période festive, selon les informations communiquées par le ministère de tutelle. Reportage de Félina Rakousorsou. Les policiers travaillant dans les bureaux viendront étoffer le rang des forces de l'ordre déjà présentes sur le terrain à travers l'île afin d'assurer la sécurité avant, pendant et après les fêtes de Noël, de fin d'année et du Nouvel An 2026, a déclaré le directeur général de la police nationale. En conséquence, les dispositifs de sécurité seront renforcés dans les zones classées sensibles à Antananarivo et dans les autres régions du pays. Une surveillance accrue sera mise en place dans les lieux à forte affluence, tels que les gares routières, les arrêts des transports en commun et divers quartiers. Les patrouilles nocturnes seront également intensifiées. Un dispositif d'accompagnement des fidèles sortant tardivement des veillées ainsi que des personnes rentrant tard dans la nuit sera assuré durant la nuit de Noël, les fêtes de fin d'année et le Nouvel An.
Le ministère de tutelle fera preuve d'aucune tolérance à l'égard des fauteurs de troubles et appliquera des sanctions sévères à l'encontre des policiers qui enfreindraient la loi, a encore précisé le directeur général de la police nationale. Et le 2 janvier 2026 sera une journée chômée mais payée. C'est la décision prise lors du Conseil des ministres tenu hier. Par conséquent, le premier week-end de la nouvelle année 2026 sera prolongé. En effet, les jours chômés débuteront le jeudi 1er janvier 2026 et poursuivront jusqu'au dimanche 4 janvier, ce qui fera ainsi un week-end de 3 jours. Toujours dans cette page sociale, mais parlons transport. Les horaires du départ du train urbain ont de nouveau été modifiés. À compter d'aujourd'hui, 23 décembre, le départ à Souarine est fixé à 7 h du lundi au samedi. L'après-midi, toujours à Souarine, le départ aura lieu à 15 h du lundi au vendredi et à 16 h le samedi. Les 24 et 31 décembre 2025, la ligne ferroviaire fonctionnera uniquement le matin avec un départ prévu à 7 h. Et selon les explications, cette modification a été mise en place pour la période des vacances scolaires. Les élèves pourront ainsi profiter du train urbain initié par le président André Rajoelina. Cette nouvelle organisation sera appliquée jusqu'au samedi 10 janvier 2026. Et dans les actualités sportives, Yves Rakotoarsou s'est illustré comme le joueur le plus remarquable de l'année 2025. Il a été choisi par les passionnés de pétanque comme lauréat du trophée Boule d'Or 2025. À l'issue du vote des amateurs de pétanque, les 2 premières places ont été remportées par des joueurs malagasy. Reportage d'Anzara Razonarvel. Le bouliste malagasy Yves Rakotoarsou a décroché la première place et a été sacré Boule d'Or 2025 dans la discipline de la pétanque. 2 joueurs malagasy ont figuré parmi les nominés de cette édition du Boule d'Or, Yves Rakotoarsou et Rakuten-Djenbe Daniel d'Izigl. À l'issue du vote des passionnés de pétanque organisé via la page Zone Pétanque, initiatrice de l'événement sur le réseau social Facebook, ces 2 joueurs malagasy ont occupé les 2 premières places. Voici les résultats et le classement des 4 premiers. 4e place, Michael Beneteau avec 452 voix. 3e place, Sébastien Rousseau avec 687 voix. 2e place, Jean-François Daniel Rakuten-Djenbe d'Izigl avec 1020 voix. Et première place, Yves Rakotoarsou avec 1274 voix, remportant ainsi le titre de Boule d'Or 2025. Yves Rakotoarsou s'est illustré lors de nombreuses compétitions internationales, notamment sur le circuit français de l'Estival, avec des performances majeures au national de Mulhouse, en mondial la Marseillaise, ainsi qu'un titre en titre de précision aux Jeux mondiaux organisés en Chine. L'ensemble de ces performances constitue les principaux facteurs de son sacre. Et le Maroc, pays hôte et membre du groupe A, a réalisé une bonne entame dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Toutefois, la compétition reste ouverte dans ce groupe A, les écarts de points étant encore très serrés, notamment pour les 2 rencontres restantes. Dans le groupe B, l'Égypte et l'Afrique du Sud se distinguent après avoir chacune remporté leur premier match de la phase de groupe. C'est un reportage d'Anzara Razonarvel. Dans le groupe A de cette CAN 2025 de football où figure le Maroc, pays organisateur, les Lions de l'Atlas se sont d'abord illustrés en s'imposant 2-0 face aux Comores lors du match d'ouverture. Hier, les 2 autres équipes du groupe A sont également entrées en lice, le Mali et la Zambie, qui se sont quittés sur un score de parité de 1 but partout. Le Maroc occupe ainsi la tête du groupe A avec 3 points. Le Mali et la Zambie sont respectivement 2e et 3e avec 1 point chacun, tandis que les Comores ferment la marche. Dans le groupe B, la première journée de la phase de groupe a également été disputée. L'Afrique du Sud s'est imposée par 2-1 face à l'Angola, tandis que l'Égypte a dominé le Zimbabwe sur la même score de 2-1. L'Afrique du Sud et l'Égypte occupent ainsi les 2 premières places du groupe B avec 3 points chacune. Dans les actualités internationales à présent, Copenhague a annoncé hier lundi la convocation de l'ambassadeur américain en réaction à la nomination par le président Donald Trump d'un envoyé spécial pour le Groenland, territoire autonome danois, qu'il a menacé à plusieurs reprises d'annexer. L'Union européenne a affirmé sa pleine solidarité avec le Danemark. France 24.
De l'Atlantique et de l'Arctique, c'est un territoire de glace très convoité par Donald Trump pour ses richesses minières. Depuis son élection, le président américain a déjà affirmé à plusieurs reprises vouloir annexer ou acheter le Groenland, qui a rétorqué ne pas être à vendre. Dernier épisode, il vient de nommer un envoyé spécial pour le Groenland, Jeff Landry, l'actuel gouverneur de Louisiane, qui s'est empressé d'afficher son objectif. C'est un honneur pour moi de vous servir bénévolement pour faire de Groenland une partie des États-Unis. Des propos qui suscitent l'indignation des habitants de ce territoire danois, très attachés à leur autonomie. Dans les rues de Nuuk, les velléités d'annexion de Donald Trump ne passent pas. J'ai du mal à comprendre ses intentions. Qu'ils oublient tout ça. Le Groenland doit être indépendant en dehors des États-Unis, de la Russie et de toutes les grandes nations. Cette nomination est perçue comme un affront par le Danemark. Copenhague compte d'ailleurs convoquer l'ambassadeur des États-Unis dans les tout prochains jours. Tant que nous aurons un royaume composé du Danemark, des îles Féroé et du Groenland, nous ne pouvons pas accepter que quiconque remette en cause notre souveraineté. Surgissant de nulle part, un représentant spécial du président américain a été nommé et, selon ses propres dires, est chargé de prendre le contrôle du Groenland. C'est bien entendu totalement inacceptable. De son côté, la Commission européenne a exprimé sa solidarité avec le Danemark, appelant au respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. Toujours autour des frasques du président américain, justement, le président Donald Trump a affirmé hier dans un avertissement clair qu'il serait sage pour son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de partir au moment où les États-Unis renforcent leur pression sur Caracas. Washington bombarde depuis septembre des bateaux qu'il accuse de transporter de la drogue. Une nouvelle frappe dans l'est du Pacifique a fait un mort hier lundi, selon l'armée américaine, portant le bilan à au moins 105 personnes tuées sans aucune forme de procès. France 24. Sur ces images, une nouvelle frappe menée lundi par l'armée américaine sur un bateau dans l'océan Pacifique. Washington affirme avoir tué un narcotrafiquant dans cette opération. Alors que l'administration américaine intensifie sa pression sur le régime de Nicolás Maduro au Venezuela, Donald Trump cache de moins en moins ses intentions. Votre objectif est-il de forcer Maduro à quitter le pouvoir ? Je pense que c'est probablement le cas. Je ne peux pas le dire, c'est à lui de décider, mais ce serait intelligent de sa part. Washington tente d'étouffer économiquement le régime de Nicolás Maduro en imposant un blocus partiel sur le pétrole vénézuélien. 2 pétroliers ont déjà été arraisonnés avec leurs précieux chargements. Peut-être que nous le vendrons, peut-être que nous le garderons, peut-être que nous l'utiliserons dans les réserves stratégiques. Nous le gardons. Nous gardons également les navires. Nicolás Maduro, lui, rétorque que Trump ferait mieux de se concentrer sur les affaires internes des États-Unis. Ce serait mieux pour le reste du monde qu'il s'occupe des problèmes de son pays. Le peuple américain a voté pour des États-Unis humains qui respectent la souveraineté des pays, qui n'interviennent pas, qui ne harcèlent pas et qui ne poussent pas à la guerre. Les États-Unis accusent le Venezuela de se servir du pétrole pour financer le narcoterrorisme et la traite d'êtres humains. Caracas dément toute implication et affirme que Washington cherche à renverser Nicolás Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières de son pays, les plus grandes de la planète. Et au lendemain des discussions sur le plan américain pour permettre et mettre fin à la guerre en Ukraine, un général de l'état-major russe a été tué lundi dans une explosion à Moscou. Les enquêteurs russes étudient la piste des services ukrainiens. Kiev, de son côté, n'a pas revendiqué l'assassinat. France 24. Peu avant 7 h du matin à Moscou, un lieutenant général de l'état-major russe sort avec sa voiture d'une place de parking. Une bombe placée sous le véhicule se déclenche alors. Il est tué dans l'explosion. Les habitants de ce quartier résidentiel ont été choqués par la déflagration. C'était effrayant. Au début, j'ai cru qu'un drone avait été abattu. Je me suis réveillée en sursaut, paniquée. J'ai vu arriver des policiers, des pompiers et des ambulances. J'ai pensé que quelqu'un avait besoin d'aide, alors je suis sortie et j'ai demandé aux voisins s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Les policiers russes ont commencé leurs investigations. Une enquête pour meurtre et trafic d'explosifs a été ouverte. Mais le comité d'enquête russe suspecte déjà les services ukrainiens.
L'enquête examine différentes hypothèses concernant le meurtre. L'une d'elles évoque une implication des services spéciaux ukrainiens dans l'organisation de l'assassinat. L'homme visé était le lieutenant-général Fanil Savarov, responsable du département formation opérationnelle au sein de l'armée russe. Âgé de 56 ans, il avait participé à plusieurs conflits selon les médias russes, la guerre en Tchétchénie dans les années 90, l'intervention russe en Syrie et la guerre en Ukraine. Sur le site ukrainien Le Livre des bourreaux, qui recense les crimes de guerre de la Russie, il est indiqué qu'il aurait participé au scénario d'entraînement en vue de l'invasion en Ukraine et coordonné des groupes qui frappent des infrastructures civiles. Ce n'est pas la première fois qu'un responsable russe est visé. En avril, un autre général était tué à Moscou d'une façon similaire. En décembre 2024, c'est le commandant Igor Kirillov qui était tué dans l'explosion d'une trottinette électrique. Cette fois-ci, les services de renseignement ukrainiens avaient revendiqué l'attaque. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur notre chaîne. Au revoir.